soupant de la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 20 février 2024, qui sera consacrée, pour sa partie artistique, à une graveuse exceptionnelle, dont nous avons vu le travail dans une petite galerie parisienne, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui nous avait vraiment intéressés, qui s'appelle Agathe May, et qui, miraculous, travaille à Montreuil. Donc, peut-être qu'avec ma camarade, un de ces quatre, on ira l'interviewer. Voilà, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail, toujours, à tracaille@orange.fr. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. C'était l'affiche rouge, le texte d'Aragon, interprété par Monique Morelli. Et oui, parce que après-demain, mercredi 21 février, Michak et Mélinée Manoukian entreront au Panthéon. Alors là, on a choisi en fait de vous lire le texte de Daniel Mermet, écrit sur son site. On a trouvé que c'était un texte parfait. Donc voilà, je vais vous le lire. Bonne nouvelle, il aura fallu 80 ans, mais bonne nouvelle. Mais pourquoi pas les 23 de l'affiche rouge?
Pourquoi seulement Méliné et Michiac? Il ne fut leur chef que durant les 3 derniers mois, avant qu'ils soient tous fusillés ensemble ce matin du 21 février 1944, où tout avait la couleur uniforme du givre. Non pas 23, mais 22 ce jour-là, 22 hommes. Il y avait une femme condamnée à mort aussi, la Roumaine Olga Banchik. Elle fut exécutée plus tard, le 10 mai 1944 à Stuttgart, le cou tranché. Elle a laissé une lettre pour sa fille Dolores qui avait 5 ans. Ma chère petite fille, mon cher petit amour, ta mère écrit la dernière lettre, ma chère petite fille, demain à 6 heures le 10 mai, je ne serai plus. Mon amour ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Tu n'auras plus à souffrir, sois fier de ta mère, mon petit amour, j'ai toujours ton image devant moi. Leurs noms figureront sur une plaque près des Manoukians au Panthéon. Mais pourquoi pas tous ensemble? Ils n'avaient pas demandé tout ça, ni à figurer sur l'affiche rouge, ni à figurer au Panthéon comme décor pour le grand show de la Macronie. Ils n'avaient réclamé la gloire ni les larmes. On entend déjà Macron, avec sa voix de cabotin et sa fausse émotion, faire l'éloge de ces étrangers, et nos frères pourtant, alors même que sa loi immigration exploite la pire xénophobie, alors même que la loi du sol est remise en question, alors que l'extrême droite qui l'a favorisée est déjà sur le palier. Aujourd'hui, avec sa gueule de métèque, Manoukian serait bloqué à la frontière. Aujourd'hui, combien d'étrangers de ce genre ne viendront jamais nous réinventer la France? Ceux de l'affiche rouge étaient polonais, arméniens, hongrois, italiens, espagnols, roumains et même français. Peu leur importait. Ils n'étaient pas cloués à leurs origines. Ils n'avaient pas leur terre collée à la semelle de leurs souliers. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Ils n'étaient pas retombés dans ce que Daniel Ben Saïd appelait la glu des origines. Ils étaient d'abord internationalistes. L'international était leur acte de foi, leur cantique et leur feuille de route. Antifascistes aussi. Ils avaient combattu contre Mussolini, contre Franco dans les brigades internationales. C'étaient des ouvriers, des artisans, des tailleurs, des poètes parfois, mais surtout des partisans. FTP, Moy, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Certains étaient juifs, c'était déterminant, mais surtout pour les nazis. Les autres, quelle religion? On dit que Manoukian a communié avant d'être fusillé, mais surtout presque tous étaient communistes. Voilà leur conviction, voilà leur religion. Amoureux de vivre, à en mourir, et à tuer puisqu'il le faut. Tu ne fais pas de mal, tu ne fais que tuer des tueurs, disait Manoukian, le héros que la Macronie s'apprête à célébrer. On attend que la phrase résonne sous les voûtes illustres et qu'elle se répète jusqu'à la fin du monde. La justice viendra sous leur pas triomphant. Autre chose que ces résistants nous rappellent, c'est que les extrêmes ne se ressemblent pas. La Macronie, c'est ni droite ni gauche, pas d'excès. Ce qui est juste, c'est le juste milieu, c'est le en même temps. Ni pour ni contre, bien au contraire. C'est l'état d'esprit de la collaboration. On sait ce qui sort de ce ventre mou, c'est Pétain, c'est Vichy. L'affiche rouge remet les extrêmes en lumière, pas d'arrangement. On ne met pas dans le même sac Hitler et le Front populaire. Relisez Ziv Sternel. Alors, Ziv Sternel, c'est un historien israélien qui déjà depuis quelques années voyait quand même toutes les dérives de l'État d'Israël vers une forme de nazisme. On ne met pas dans le même sac une impasse et un horizon, un passé qui pue et un avenir radieux. Et puis la France, eux qui criaient la France en s'abattant. Pour quelle France mourraient-ils ces étrangers? La France de Laval et la rafle du Veldiv? La France qui faisait suer le burnou dans nos belles colonies? Ou celle d'aujourd'hui, lâche devant le massacre des enfants de Gaza? Alors, qu'auraient-ils préféré les 23 de l'affiche rouge si on leur avait demandé à leur dernier moment? Être oubliés ou être empaillés? Avant qu'ils aient répondu, les fusils fleurirent. J'ai été incapable de lire ce texte. C'est pourquoi ma camarade de combat s'en est chargée, qui peut maîtriser son émotion, alors que moi, j'ai de plus en plus de mal. Oui, c'est un texte superbe de Mérimée, qui mélange d'ailleurs à ses propres mots les mots de Manoukian, les mots de Manoukian, parce que ses autres camarades n'ont pas laissé vraiment de lettres comme celle de Manoukian. Comme Aragon d'ailleurs, dans l'affiche rouge, a utilisé les mots aussi de Manoukian dans son texte. Voilà. C'est malheureusement
je ne veux pas dire heureusement, parce que c'est quand même assez malheureux que ce soit quelqu'un comme M. Macron qui se charge de l'hommage de notre pays à ces résistants étrangers qui ont été fusillés parce qu'ils se sont battus pour la libération de notre pays. Voilà. Des immigrés, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, qu'on laisse hors de nos frontières, qu'on empêche de passer chez nous, que ce soit dans le sud-est, dans les Alpes, que ce soit ailleurs dans notre pays. Ces étrangers qui ont, comme Manoukian et ses camarades, qui se sont battus et qui sont morts justement pour que la France qui les avait accueillis, parce qu'ils étaient tous des réfugiés persécutés dans leur pays, poursuivis par les polices d'Allemagne, de toute l'Europe, enfin, on va citer chaque pays, mais tous les pays européens voulaient les pourchasser, voulaient s'en débarrasser, etc., parce que c'est insoutenable, comme la France l'a fait d'ailleurs avec les réfugiés espagnols en 1936, et qui les a mis dans des camps à Pithiviers, etc., un peu partout, comme après ils ont mis les Juifs dans les mêmes camps avant de les expédier en Allemagne. Enfin, vous voyez, tout le discours prononcé pour un hommage à des cœurs purs, c'est assez indécent, je crois. Et Mermet, dans son texte, met bien les choses en place. Et on le remercie pour cette intervention dans le débat public, et qui, sans lui, je crois qu'il n'y aurait pas de justice à rendre hommage à ces résistants étrangers qui se sont battus jusqu'à la mort pour la liberté en France. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, il y aura bien donc cette parade au Panthéon, mais il y a aussi une contre-manif, si on peut dire. Le 21 à 16h, il y aura un rassemblement devant le 11 rue de Plaisance, qui était dans le 14e arrondissement, qui a été la dernière planque justement de Michak Manoukian et de Mélimée. Donc là, il y aura un hommage, il y aura des prises de parole, et il y aura l'affiche rouge qui sera chantée. Et on va revenir sur Gaza, sur lequel nous faisons un point régulièrement, et on est vraiment très attachés à en parler régulièrement dans notre presse papier. Alors il y a le journal Haaretz, qui est un journal israélien de gauche, dans lequel travaille Gideon Lévy, qui fait un travail remarquable de critique. Et ce journal avait déjà publié une enquête sur ce qui s'était passé le 7 octobre, qui avait déjà raconter un petit peu des choses différentes que la version officielle d'Israël. Et là, ils viennent de publier une enquête explosive contre une ONG qui s'appelle Zaka. Et c'est cette ONG qui avait pour mission de participer à l'identification des victimes de ce qui s'est passé le 7 octobre, donc qui doit rechercher les corps et qui doit faire en sorte de pouvoir après faire les enterrer, quoi. Et donc, Zaka, justement, cette association a diffusé des récits d'atrocités. Enfin, maintenant, l'enquête le prouve. Ça, c'est pour avoir une exposition médiatique importante. On sait aujourd'hui qu'ils ont diffusé des récits d'atrocités qui n'ont jamais eu lieu, qu'ils ont publié des photos sensibles et choquantes, et que là, ils ont agi de manière non professionnelle sur le terrain. C'est ce que rapporte ce quotidien, et ça c'est basé sur des récits de personnel militaire et de volontaires, ainsi que d'autres organisations qui ont opéré dans les kibbutzim à la frontière de Gaza. Donc ce sont des faits avérés, comme par exemple des sacs mortuaires qui ont ainsi été transmis sans papier d'identification. Il y avait des parties de corps qui n'étaient pas liées les uns aux autres, donc ce qui a rendu aussi les hommages pour les familles de victimes plus longs. Il y a des volontaires qui n'ont pas seulement négligé leur travail, mais qui ont profité de leur mission pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, qui ont même été jusqu'à inventer donc des atrocités pour émouvoir le public. Ils ont aussi mis des sacs mortuaires noirs de l'armée, ils ont recouvert les sacs mortuaires noirs de l'armée de leurs propres sacs pour mettre en évidence le logo de l'association. Ils ont invité des donateurs à se rendre sur le lieu de l'attaque sans autorisation. Ils ont fait des clips vidéo. Enfin, vraiment, il y a
toutes ces histoires, ces atrocités qui ont été racontées sur les bébés, les femmes enceintes, enfin qui sont complètement fausses. Et en fait, tout ça aurait aussi servi à faire une récolte de fonds parce ils ont besoin d'argent, ils ont des problèmes d'insolvabilité. Donc, ils ont collecté ainsi plus de 50 millions de shekels, ce qui fait 13,7 millions de dollars, en faisant ainsi le buzz sur les réseaux sociaux, quoi. C'est innommable. Donc, oui, on nous surprend dans ce genre d'événements tragiques, on nous surprend toujours par des événements, des comportements invraisemblables qu'on n'imagine pas du tout. Voilà. Et donc, en fait, le responsable de l'ONG explique qu'il était de son devoir de relater les atrocités du 7 octobre afin, entre guillemets, d'obtenir un soutien inébranlable des décideurs américains pour Israël. Voilà. Comme si, en fait, la vérité de ce qui s'était passé ne suffisait pas. Il y avait quand même tous ces morts ne suffisaient pas. Donc, à la fin de l'article, ils disent aussi que les autorités israéliennes viennent de réaffirmer leur refus de coopérer avec la commission d'enquête formée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que le gouvernement Netanyahou la considère comme antisémite. Mais ça devient chaplinesque presque. Pardon Charlie, mais bon, c'est quand même quelque chose du gendarme et du voleur, mais à la manière justement de Charlie Chaplin, quoi. Les gendarmes avancent, les voleurs reculent, les voleurs avancent, les gendarmes reculent, quoi. C'est quelque chose d'un cynisme complètement. Ouais. De même que le décompte des victimes israéliennes est quand même revu aussi à la baisse, parce que des civils et des militaires auraient été tués par des tirs amis. L'armée israélienne aurait appliqué la directive Hannibal. La directive Hannibal, selon laquelle la vie des otages passe après la mort des ennemis. Donc, par ailleurs, depuis le 7 octobre, on sait que les autorités israéliennes ont régulièrement allumé des contre-feux médiatiques sur base d'informations, pas toujours fondées ou recoupées. Donc, à part ces atrocités commises sur les bébés, il y a aussi toutes ces accusations qui sont portées contre l'UNRWA quelques jours, comme par hasard, après l'arrêt de la Cour internationale de justice. Reste à savoir, effectivement, s'il y avait vraiment des personnes qui ont participé au 7 octobre. La conclusion de tout ça, c'est quand même que des fonds ont été stoppés et que l'UNRWA risque de ne plus pouvoir faire sa fonction de secours humanitaire, quoi. Tout à fait. Alors j'ai appris que la Belgique, par contre, elle les avait pas suspendus. Il y a quand même quelques pays, l'Espagne, la Belgique, qui n'ont pas suspendu leur. Et la France. La France les a suspendus. Voilà, c'est difficile d'être français là aujourd'hui entre cette loi Darmanin, cette loi du sol qui veut être supprimée, cette clownerie au Panthéon. Enfin, vraiment, je pense qu'on va porter quand même longtemps. Toi, tu disais qu'on ne sait pas si un pays comme Israël pourra s'en remettre parce qu'effectivement, ce qui arrive est tellement grave que ça ne pourra jamais s'effacer des mémoires, que ce soit côté israélien ou palestinien de toute façon, mais que nous, on se retrouve complices aussi de tout ça, et c'est très très dur à porter, quoi. Absolument. Parce que là, j'ai aussi un article, alors je regarde pas tout, parce qu'à un moment, on étouffe en fait sous les atrocités, mais il y a cet hôpital Nasser à Gaza qui a été bombardé. Alors l'hôpital avait été prévenu quelques jours avant, mais ça n'excuse rien. Et là, il y a un témoignage justement de médecins qui étaient sur place qui disent le message « sortez animaux ». Enfin, quand même, sortez animaux, a d'abord été diffusé en arabe avec un mégaphone, et qu'un journaliste raconte que les soldats ont ensuite envoyé un jeune Palestinien qu'ils détenaient relayer leur ordre auprès des quelques 10 000 déplacés ainsi que de centaines de patients et de soignants présents dans l'hôpital. Et une vidéo montre ce jeune homme en combinaison blanche de protection, hagard, les mains liées et un bandeau sur la tête, donc qui parle avec les déplacés. Et quand il est revenu vers les soldats, comme celui-ci lui avait ordonné, ils l'ont exécuté de sang-froid de 3 balles à l'intérieur de l'enceinte du complexe. Donc c'est ce qu'explique ce journaliste. L'armée, interrogée par un magazine américain, a affirmé que l'incident en question était examiné. Enfin, c'est ça, plus tous ces civils qui ont été tués. Là, il y a des personnes, dont un collaborateur de Médecins sans frontières, qui ont été aussi arrêtés en checkpoint, qui avait été érigé par les soldats pour filtrer ceux qui fuyaient à l'hôpital. Et au moins un journaliste et un médecin ont été blessés par des tirs après avoir évacué cet hôpital.
Donc le 14 février, l'OMS rapportait que 2 missions avaient été interdites d'accès à l'hôpital, mais voilà, ça n'empêche pas les massacres et les bombardements et les actions sur le terrain, quoi. Ouais. Tout ça sous prétexte de rechercher des otages. Oui, bien sûr. Non, mais d'abord un pays en guerre, surtout en guerre de son fait, voilà, qui est en guerre depuis presque 80 années en Palestine. Il ne faut jamais oublier ça. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé en 1948 avec la Nakba. Voilà. Et un pays qui subit une occupation comme la Palestine l'a subi, bon, il n'y a rien d'innocent, il n'y a rien de fortuit, tout est organisé depuis l'occupation, l'occupation par ces fanatiques sionistes de ce petit pays. Tout est organisé pour l'anéantir et pour prendre la place des habitants qui sont là depuis l'origine des temps. Voilà. Donc tout ce que raconte, tout ce que fait, tout ce que dit, voilà, raconter et dire, c'est un peu pareil. Les soi-disant Israéliens qui sont en réalité une bande déplumée d'Européens dont la principale préoccupation est l'anéantissement d'un peuple pour le remplacer complètement. Et ça, c'est dans les valises. Depuis le Congrès mondial juif, voilà, qui a décidé d'envahir ce pays pour s'y installer. Ouais. Et il y avait un article intéressant dans une tribune du Monde, justement, si le gouvernement d'Israël s'enferme dans une logique mortifère, il faut tout faire pour l'arrêter. Et donc cet article dit, pour stopper Netanyahou, il faut suspendre l'accord d'association entre l'Europe et Israël, estime dans une tribune au Monde un collectif de personnalités, parmi lesquelles Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, Raphaël Pitti, médecin urgentiste, qui est allé à Gaza et qui a témoigné de ce qu'il avait vu, et Simone Susskind, qui est fondatrice de d'action dans la Méditerranée. Voilà. Alors qu'on voit encore que justement aujourd'hui Hidalgo a accepté qu'Israël fasse partie des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, qu'il y avait des demandes d'un boycott d'Israël pour l'Eurovision et que ça n'a pas été accepté. Donc on continue justement d'accepter ce pays représentant légitime. Oui. C'est-à-dire on légitime le crime. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme, les rues et les chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit
de la terre qui s'endort doucement. Voilà la chanson de Jacques Brel, il nous faut regarder parce qu'effectivement si on veut arriver à survivre, il faut quand même de temps en temps regarder des oiseaux dans le ciel et des boutons de fleurs qui s'ouvrent, quoi.